Il y a des relations qui ressemblent plus à une énigme complexe qu'un véritable partenariat, n'est-ce pas? C'est exactement le cas du récit qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une histoire d'amour qui s'est révélée être une véritable jeu de manipulation. Alors pour essayer de comprendre, on va s'appuyer sur un témoignage assez fort, mais aussi sur des modèles psychologiques qui, vous allez voir, nous éclairent sur les règles de ce jeu pour le moins étrange. Voilà, une relation amoureuse comme un escape game. Franchement, ça donne le ton, hein. Imaginez un peu le truc. Votre vie de couple, ce n'est pas un havre de paix, non. C'est une pièce dont il faut s'échapper. Sauf que vous ne connaissez pas les règles. Pire, vous ne savez même pas que vous êtes en train de jouer. C'est exactement cette dynamique qu'on va explorer ensemble. Alors, première étape de notre analyse, quand l'amour est un jeu. Ici, on va plonger dans une réalité qui est vraiment déroutante. On va parler d'une relation qui n'est pas faite pour être vécue, mais plutôt pour être mise en scène. Un peu comme un spectacle permanent. Et ce qui est absolument frappant, c'est de voir comment les mots eux-mêmes sont complètement détournés pour construire une réalité parallèle. Regardez ça. Aimer, ça devient détester. Le partenaire, c'est un mouton. La relation, on l'a vu, un escape game. Même un souvenir devient une prison. En fait, c'est une stratégie redoutable pour isoler et désorienter complètement la personne qui se retrouve piégée là-dedans. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment on peut en arriver là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. L'attraction alchimique. On va découvrir comment deux types de personnalités très spécifiques peuvent être attirés l'une par l'autre, comme des aimants, et s'emboîter de façon presque parfaite, mais terriblement destructrice. Là, honnêtement, on touche au cœur du réacteur. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'empathe. C'est quelqu'un qui a appris, souvent dans l'enfance, à devenir une sorte de radar émotionnel pour se sentir en sécurité. En gros, il donne, dans l'espoir d'être aimé en retour. Et de l'autre côté, on a le profil narcissique. Lui, c'est tout l'inverse. Il a appris à prendre, à exiger. Pourquoi? Parce qu'il a grandi en obtenant tout ce qu'il voulait sur le plan matériel, mais sans véritable lien affectif. Ces deux schémas, qui sont aux antipodes l'un de l'autre, créent une attraction, eh bien c'est chimique, c'est incroyablement puissant. Et le résultat de cette attraction, c'est ce qu'on pourrait appeler une réaction asymétrique. Ce qu'il faut bien piger, c'est que le changement, la transformation, eh bien elle n'est pas mutuelle. Pas du tout. L'empathe, c'est un peu comme un métal en pleine transmutation, il est complètement transformé, changé par la relation. Le narcissique, lui, c'est le catalyseur, c'est le feu. Il consume, il transforme l'autre, mais lui, il ne change pas. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de cette dynamique psychologique, on va aller un peu plus loin. On va essayer de la modéliser, de la mettre en équation si on veut. C'est l'objectif de notre troisième partie, les règles du jeu de l'amour. Et pour ça, on va utiliser un outil super intéressant, la théorie des jeux. Le principe en fait est assez simple. Imaginez qu'il y a juste deux stratégies possibles dans une relation. Soit on est altruiste, on va appeler ça la stratégie A, et on s'investit pour le bien du couple. Soit on est égoïste, la stratégie B, et là on cherche à maximiser son propre bénéfice en dépensant le moins d'énergie possible. Voilà, A ou B. Chacun choisit son camp. À partir de là, c'est mathématique. Il y a 3 scénarios possibles. Premier cas, les deux partenaires choisissent la stratégie A, l'altruisme. A plus A, eh bien, ça donne de l'amour, de la coopération. Tout va bien. Deuxième cas, les deux sont en mode B, égoïste. B plus B, là, c'est le conflit assuré, la compétition permanente. Et puis il y a le troisième cas, celui qui nous intéresse aujourd'hui. A plus B. Un altruiste face à un égoïste. Et là, c'est la porte ouverte à la manipulation. D'accord, mais concrètement, comment ça se met en place, cette manipulation? Ce n'est pas juste un concept théorique, non. Comme on va le voir dans cette 4e partie, le manuel du manipulateur, c'est une vraie stratégie. Un plan de jeu bien rodé qui se déroule en plusieurs phases. Ce graphique, il est hyper parlant. Regardez bien. Le partenaire A, l'altruiste, son niveau d'effort est là, tout le temps, élevé et constant. Maintenant, regardez le partenaire B, l'égoïste. Au début, phase 1, son effort est tout aussi élevé. Il imite l'autre, il donne le change, il crée l'illusion. Mais regardez ce qui se passe en phase 2. Une fois que l'autre est bien accroché, engagé, pouf, l'effort s'effondre. C'est la douche froide. Et ce plan, il se déroule vraiment en 3 temps. D'abord, la phase de séduction. C'est le fameux love bombing. C'est intense, fusionnel, on a l'impression d'avoir trouvé son âme sœur. Puis, phase 2, le basculement. D'un coup, le manipulateur change de stratégie. Il se retire émotionnellement, il réduit ses efforts. L'altruiste est perdu, confus, il ne comprend pas ce qui se passe. Et enfin, la 3e phase, le déclin. L'altruiste s'épuise, rame pour essayer de retrouver la flamme du début, mais c'est trop tard. La relation est devenue complètement toxique. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du manipulateur, de sa stratégie. Mais pour avoir une vision complète, il faut aussi oser regarder à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on va faire dans cette 5e partie, le voyage du soi. La question est simple, mais elle est cruciale.
Qu'est-ce qui, en nous, peut nous rendre si vulnérables à ce jeu? C'est la question à 1 million. Pourquoi reste-t-on dans le jeu? Une fois qu'on sent bien que ça cloche, que quelque chose est cassé, pourquoi c'est si dur de claquer la porte et de partir? Eh bien la réponse, elle se trouve rarement à l'extérieur. Le plus souvent, il faut aller la chercher à l'intérieur, dans nos propres failles. Le célèbre psychologue Carl Jung avait un concept pour ça. Il appelait ça l'ombre. En gros, ce sont toutes les parties de nous qu'on n'aime pas, qu'on cache, qu'on ne veut pas voir. Et dans ce genre de relation, l'ombre, c'est très souvent notre enfant intérieur, un enfant terrifié par l'abandon. Et pour ne jamais revivre cette peur, il va faire quoi? Il va idéaliser son partenaire, le transformer en sauveur et s'y agripper toutes ses forces. Donc on comprend que la vraie bataille, elle n'est pas avec l'autre, elle est à l'intérieur de soi. C'est un dialogue ou plutôt un conflit entre nos différentes facettes. Il y a cet enfant effrayé qui a peur de se retrouver tout seul. Il y a parfois une part de nous plus rebelle qui cherche des limites. Et puis heureusement, il y a aussi une partie plus sage, un observateur qui émerge petit à petit et qui commence à voir les schémas, à comprendre le jeu sans se juger. Et c'est là qu'arrive le déclic, la prise de conscience ultime. La personne qui témoigne a fini par comprendre une chose essentielle. Ce qu'elle cherchait, ce n'était pas quelqu'un pour la cadrer, pour lui mettre des interdits, non. Ce qu'elle cherchait au plus profond d'elle-même, c'était l'acceptation. L'acceptation inconditionnelle de qui elle était, avec toutes ses failles, juste être reconnue. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse, avec cette 6e et dernière partie, le prix de la compréhension. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Parce que oui, déconstruire une expérience pareille, ça a un coût, mais ça a aussi, et surtout, une valeur inestimable. Il faut bien comprendre que l'objectif de tout ce travail, de toute cette déconstruction, ce n'est pas la vengeance, ça n'a rien à voir. Le véritable but, c'est la libération. C'est de se réapproprier sa propre histoire, sa propre réalité. C'est de pouvoir enfin offrir à son esprit une vision du monde qui soit plus juste, plus saine et qui nous appartienne vraiment. Et on va terminer là-dessus avec une question qui est assez vertigineuse. L'âme devient-elle ce qu'elle contemple? Autrement dit, à force d'analyser la toxicité, est-ce qu'on risque de s'intoxiquer soi-même ou est-ce qu'au contraire, c'est justement en regardant ce jeu droit dans les yeux qu'on gagne la liberté de décider si oui ou non on veut encore y jouer? Je vous laisse avec ça.